Bonjour et bienvenue à tout le monde, tous les membres de la communauté de Startup Grind Dakar. Alors, pour ce premier événement de l'année 2021, nous allons recevoir une grande dame, Madame Mariama Badji, qui sera aujourd'hui notre invitée et l'une des 17, c'est 17 ou 18? 17. 17 personnes qui ont été prises par l'ONU pour défendre une cause très importante, celle de l'environnement. Et aujourd'hui, on va parler ensemble non seulement de ton parcours entrepreneurial, mais aussi de tout ce que tu fais au quotidien par rapport à cette grande cause qui est l'environnement. Alors, sans plus tarder, je vais te laisser la parole et je vais te demander de t'introduire par rapport à notre communauté. Et par la suite, on pourra, je pense, procéder beaucoup plus amplement en revue à ton parcours et tout ce que tu fais au quotidien. D'accord. Merci beaucoup, Alain. Bonsoir à toute la communauté Startup Grind Dakar. C'est déjà un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, c'est Mariama Djamboni Badji. Il m'a présenté en tant que Mariama Badji, mais le Djamboni a toute son importance et j'y tiens beaucoup. Donc, je suis élève ingénieur en génie civil à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Donc, je suis également entrepreneur, cofondatrice de deux aujourd'hui entreprises, DNA SARL, qui est dans la construction écologique, et Toftal, qui est une start-up en marketing digital. Également aussi, je suis dans le social avec Africa Feliz Sénégal, qui est une association à but non lucratif et dont l'objectif, c'est de lutter contre l'immigration irrégulière à travers la formation qualifiante des jeunes et des femmes. Et en 2020, j'ai été nominée parmi les 17 jeunes leaders des Nations Unies pour la promotion des objectifs de développement durable que vous voyez là derrière moi. Très beau parcours. Merci beaucoup. Alors, Mariama, aujourd'hui, tu es une jeune leader qui se bat pour une très grande cause. À côté, tu es aussi responsable de deux structures. C'est pas n'importe quoi, c'est quand même une grande charge. Et en plus de ça, tu es aussi étudiante en parallèle. Alors, comment est-ce que tu vis au quotidien toutes ces responsabilités en tant que la casquette d'entrepreneur, la casquette de bénévole dans ton association, la casquette d'étudiante et aujourd'hui la casquette de jeune leader au sein des Nations Unies? C'est une énorme charge de travail, j'avoue. Et des fois, c'est quand les gens me le disent que je me rends compte de tout ce travail-là que je dois faire. Mais alhamdoulilah, ce qui me permet de tenir, c'est parce que je travaille plus en équipe. Donc, pour ce qui est de l'association, nous sommes une équipe. Donc, les charges également sont réparties. Pour ce qui est de DNA également, c'est une équipe. Toftal, c'est une équipe. Donc, la force, en fait, c'est l'entourage. Donc, alhamdoulilah, je travaille avec des gens qui sont aussi engagés que moi, des gens qui sont vraiment très ambitieux. Et le secret, c'est que nous partageons la même vision et surtout les mêmes valeurs. Ce qui aujourd'hui nous permet de pouvoir tous avancer ensemble. Ok. Et ton aventure entrepreneuriale, comment est-ce qu'elle a débuté? C'est assez long parce que si je te dis que moi, j'ai commencé par vendre des lipsticks, des lipolèvres à l'école, lorsque j'étais au collège. C'est lorsque j'étais au collège que, voilà. Donc, parce que ma mère n'était pas au Sénégal. Et donc, elle m'a envoyé des produits. C'était des déodorants, des lipsticks. Donc, moi, je vendais ça. Et moi, je lui rendais son investissement. Le bénéfice, ça devait être mon argent de poche. Donc, c'était un défi pour moi parce que pour avoir de l'argent, je devais obligatoirement liquider ces marchandises-là. Et donc, ça a commencé comme ça au collège. Après, je suis venue à l'université également. J'ai continué, j'ai vendu des assiettes, des crayons, tout ce que tu peux imaginer, j'ai vendu. Et donc, après, à un moment, je me suis dit, là, c'est bon, j'avais su, en fait, comment convaincre les gens, comment arriver à leur vendre le produit que j'avais. Si aujourd'hui, je vends un produit, que je suis là devant toi, je fais tout pour que tu l'achètes. Et donc, après tout ça, je me suis dit, OK, là, c'est bon, il faudrait que je me concentre sur ce qui est mon domaine et ce qui me passionne réellement. Et parce que depuis toute petite également, j'avais cette fibre-là et cette passion-là pour l'environnement, c'est-à-dire aujourd'hui comment protéger l'environnement depuis toute petite. Et à un moment, je me suis rendu compte et je me posais des questions pour savoir comment concilier le génie civil
et ma passion pour l'environnement. Et Ok. donc, voilà. Ben, c'est super. Déjà très jeune, tu avais une fibre entrepreneuriale qui, au fur et à mesure, s'est développée. Alors, Voilà, c'est ça. ok. Alors, j'ai entendu tout à l'heure, tu as parlé d'équipe et c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que tu travailles avec toutes ces casquettes que tu tiens au quotidien, tu travailles en équipe et c'est quelque chose de très important. Comment a démarré votre entreprise? Est-ce que c'était quelque chose que tu as démarré tout seul, ils sont venus te rejoindre ou dès le départ, vous vous êtes entendu, on va dire, en équipe pour aller pousser un peu plus loin par rapport à la même vision que vous aviez? Voilà, parce que déjà, c'est une histoire en fait. Le début de, que ce soit pour DNA, pour Toftal, c'est une histoire. Et on était d'abord des amis. Donc, des Ok. amis qui partagent, qui passent beaucoup de temps ensemble, qui partagent beaucoup et qui échangent surtout beaucoup. Et donc, après, on s'est rendu compte qu'on avait surtout la même vision par rapport à tout ce qui est environnement déjà, à tout ce qui est protection de l'environnement surtout. Et le défi après, c'était de dire comment aujourd'hui allier notre travail en génie civil et environnement. Mais pour te dire, au début, par exemple, je vais prendre l'exemple de DNA, c'est parti de Africa Feliz en fait. La création de DNA est partie de Africa Feliz parce qu'Africa Feliz construit également des salles de classe. C'était en deuxième année, nous étions en deuxième année. Donc, nous devions faire des salles de classe pour une école qui se trouve à HS. Et donc, en deuxième année, on avait juste la volonté, en tant que volontaire d'Africa Feliz Sénégal et étudiant en génie civil, on s'est dit, OK, on a les compétences, on va faire de notre mieux. On a travaillé avec l'association, on a carrément monté le dossier, aidé également à trouver le financement et tout. Et après tout ça, on s'est dit, OK, nous, en deuxième année déjà, on sait faire ça. Donc, pourquoi essayer de se limiter, essayer d'attendre d'avoir notre diplôme pour commencer à travailler? Et donc, tout est parti de là parce que nous sommes tous également volontaires chez Africa Feliz Sénégal. Et Ok. donc, comme ça, Africa Feliz nous a accompagnés, ils nous ont soutenus, ils nous ont encouragés. Et c'est comme ça qu'on a lancé DNA. C'était le même principe pour Toptal, c'est bien ça? Pour Toftal, je veux te dire ça, c'est parti juste d'une remarque en fait, parce qu'on se rendait compte que si tu pars à une conférence, les gens ils mettent vraiment des PowerPoint pas très jolis à voir. Et donc l'idée c'était de pouvoir travailler sur la présentation. Ok. On s'est dit ok, nous sommes à l'école, on va proposer peut-être des PowerPoint, des CV aux étudiants. Après on s'est rendu compte que notre vision dépassait celle de faire des CV et des PowerPoint. Ce qu'on voulait réellement, c'était travailler sur l'image. Et donc, comme à l'ESP, il y a beaucoup d'entrepreneurs, on s'est dit, OK, aujourd'hui, il y a la cible qui est là. Il y a beaucoup de gens qui lancent leur business à l'école. On va essayer de les accompagner, de les aider à travailler leur image parce que celle-ci aussi est très importante. Tout à fait. Super. Et depuis lors, comment a évolué DNA? Parce que si je me souviens bien, DNA est parti, on va dire, du travail collectif que vous avez fait par rapport à l'association Africa Félix. Et au fur et à Mm. mesure, vous êtes lancé tout seul dans de plus gros projets. Comment ça se passe aujourd'hui? Parce que en parallèle, tu es étudiant. Comment est-ce que tu te retrouves dans un marché de l'emploi, je suppose, très concurrentiel et où tu as, Oui. on va dire, un visage très jeune? Ça, disons, par exemple, pour DNA, depuis lors, nous avons vraiment grandi. Ok. Quand je dis on a grandi, c'est on a comment, après ce projet-là avec Africa Feliz, qui aujourd'hui, quand on regarde, c'est une très grande fierté pour nous. Après, on a commencé à renforcer nos capacités. Parce qu'on s'est dit, OK, nous sommes en deuxième année, nous allons évoluer, mais nous n'allons pas juste attendre euh, ce qui se fait à l'école. Donc, on a vraiment renforcé nos capacités dans tous les domaines parce que nous sommes une équipe quand même qui est carrément pluridisciplinaire parce qu'il y a des gens en génie civil, en architecture. On s'est dit, OK, on se forme, et là, on travaille sur nous d'abord avant de voir comment envisager et comment faire pour que DNA soit beaucoup plus grand après. Et donc, on a travaillé sur nos compétences. Ok. Ensuite, on a commencé à faire, au début, on ne faisait que des études architecturaux, des études de conception. Et c'est avec la COVID, en mars 2020, on Mhm. s'est dit, OK, là, on avait du temps, on ne partait plus à l'école. On s'est dit, on va attaquer les chantiers. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé nos premiers chantiers. Mhm. Et parce que au début,
on n'avait pas assez de temps, nous sommes tous encore étudiants, on n'avait pas assez de temps pour gérer en même temps les chantiers, gérer les cours et gérer en même temps les études. Parce que on était quatre, on ne pouvait pas engager déjà d'autres personnes. Et donc, il fallait que l'on puisse y aller petit à petit. Et aujourd'hui, on a commencé les chantiers, malgré qu'on a repris les cours, mais alhamdoulilah, on travaille avec des personnes qui arrivent à vraiment gérer ça lorsque nous ne sommes pas là et on supervise le travail qu'ils font. Si on regarde un peu le parcours de DNA, aujourd'hui, quelles ont été vos plus grandes, on va dire, contraintes par rapport à toute votre activité? Moi, la principale contrainte, je dirais que c'était l'école. Okay. L'école. Je te donne juste un exemple pour nous qui sommes à l'ESP. On fait par exemple cours de 8h à 18h30 tous les jours. Okay. Et la plupart de nos chantiers ne se trouvent pas sur Dakar. Tous nos chantiers sont hors de Dakar d'ailleurs. Tous nos chantiers sont hors de Dakar, donc c'est assez compliqué lorsque nous devons faire nos cours en présentiel à Dakar et aller superviser des chantiers qui se trouvent à Thiès. Donc l'école est vraiment notre principale contrainte. C'est pourquoi d'ailleurs on était très contents de pouvoir faire des cours en ligne avec la Covid et tout, mais là on a repris en présentiel. Une question qui me turlupine. Aujourd'hui, le milieu du bâtiment, la construction, on va dire, est un milieu réputé pour être un milieu masculin. Alors, comment ça se passe aujourd'hui pour une jeune femme talentueuse comme toi face à toutes ces personnes qui ne s'attendent pas forcément à voir une femme au devant? C'est vrai. Surtout ici au Sénégal, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Toi, tu es encore jeune. Toi, tu n'as pas besoin d'argent. Tu dois juste aller étudier à l'école. Donc, après, les gens te disent non, non, non. Mais après, on a su également s'imposer. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu viens, par exemple, au début, tu viens, un client te dit, OK, je veux ceci, tu lui dis d'accord. Tu lui fais un devis d'abord, il te dit, non, mais toi, tu es encore étudiant, tu ne peux pas me demander 700. Je dis, mais monsieur, nous, on travaille. Nous sommes étudiants, mais également, on travaille, on te fait bénéficier de nos compétences. Donc, il faut vraiment payer quelque chose qui est à la hauteur. Et surtout quand tu es une femme dans un milieu d'hommes, certaines personnes arrivent à comprendre, mais pas tous. Même au chantier, il arrive que d'autres personnes te disent, ou bien même des ouvriers te regardent du genre, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi c'est elle qui nous dirige? Donc, c'est un peu cet état d'esprit-là qu'il faudrait revoir. Okay. Mais moi, quand même, j'arrive à m'imposer et nous sommes également, parce que DNA, je ne suis pas la seule femme, il y a des hommes également et on arrive à bien gérer ça ensemble. Super. Alors, si aujourd'hui tu avais des conseils à donner à d'autres personnes qui voudraient suivre, on va dire, ton parcours, et surtout, ce qui est intéressant avec le tien, c'est que tu es toujours en train d'étudier. Hein? Tu es toujours en train d'étudier, tu n'as pas encore fini. Je suis en 5e année. Voilà. Mais quand même, tu te bats. Et je peux t'assurer, la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit ça, j'étais vraiment éberlué. Je me suis dit, c'est une battante, elle est en même temps entrepreneur, en même temps elle est à l'école, elle bosse en même temps. C'est assez compliqué et beaucoup de personnes ont du mal, franchement, à pouvoir avoir toutes ces 3 casquettes, voire 4 en même temps. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner aujourd'hui à des personnes qui aimeraient suivre ton parcours et qui vivent plus ou moins la même situation que toi, mais qui n'ont pas ou qui ne trouvent pas, on va dire, le bon filon? Voilà, moi, juste une chose, c'est la confiance en soi, le gum ce bop là. Il est super important parce qu'aujourd'hui, si moi, j'ai vraiment beaucoup de projets, je ne crois pas en moi d'abord. Je ne demande même pas de croire en mes projets, mais si je ne crois pas en moi, en mes capacités, en mon pouvoir de réaliser tout ça, les autres, je ne pourrai pas seulement les convaincre, mais ce sera difficile également pour eux d'y croire. Et si une personne ne croit pas en toi, elle ne peut pas te soutenir. Donc, cette confiance en soi-là, elle est super importante et surtout être bien entouré. Comme je dis qu'il faut être bien entouré, c'est qu'il faut déjà travailler avec les bonnes personnes. Se dire aujourd'hui, il vous faut une équipe. Parce qu'on dit souvent, il y a un adage africain qui dit que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Essayez de voir des personnes avec qui on partage la même vision parce que j'insiste vraiment sur la vision et les valeurs pour une équipe parce que c'est super important. Quand vous n'avez pas la même vision, vous ne pourrez pas aller loin ensemble. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs également, ce sera difficile pour vous de cheminer ensemble parce que le ensemble, il est super important. Et donc, c'est vraiment ça le secret, avoir confiance en soi, vraiment être bien entouré. Et ça, c'est vraiment la base. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a permis
d'être aujourd'hui à ce niveau-là. Et tout le temps, je me dis, je suis vraiment reconnaissante parce que si j'avais pas eu la famille, les amis, l'entourage que j'avais eu, je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors, il me semble qu'il y a aussi un énorme chantier de ton côté actuellement. Et j'espère que les travaux vont bientôt finir. Alors, Inch'Allah. on va revenir un petit peu plus sur la thématique qu'on avait choisi d'aborder aujourd'hui. On va parler de transition écologique et surtout de technologie durable, qui est, on va dire, le cœur de ton métier. Alors aujourd'hui, on parle de transition écologique. On a beaucoup de questions par rapport au climat. Il y a beaucoup d'enjeux qui tournent autour de cette problématique. Et aujourd'hui, pas forcément tout le monde est conscient de ce qui nous attend. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de tout ce qui est par rapport à la transition écologique qu'on est en train d'avoir actuellement dans le monde? D'accord. Pour ce qui est de la transition écologique, moi, je vais l'appliquer déjà principalement au domaine du BTP parce que c'est ce qui me concerne directement. Et aujourd'hui, comme nous le savons tous, comme c'est mentionné par l'ONU et tout, le secteur du bâtiment à lui seul représente près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on prend tous les autres secteurs, le secteur du BTP consomme énormément d'énergie. Et donc, aujourd'hui, la consommation d'énergie, c'est l'une des plus grandes préoccupations de ce monde. Déjà, donc, c'est pour d'où même cette transition écologique-là, pour voir comment réduire notre consommation. Et ça doit se faire à toutes les échelles. Et donc, nous, déjà, on veut protéger l'environnement. Nous sommes dans le secteur du bâtiment. On essaie de concilier les deux. Aujourd'hui, pour réduire la consommation d'énergie dans le bâtiment, on peut agir à plusieurs niveaux. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les matériaux, c'est-à-dire ce que nous utilisons pour construire aujourd'hui, a un énorme impact sur ce pourcentage-là. Je vais juste donner un exemple. Ici au Sénégal, on a l'habitude de construire avec du ciment. Et donc, alors que la production de ciment-là, si on la prend à l'échelle globale, elle représente 7% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, quand on produit du ciment, on pollue l'atmosphère. On pollue l'atmosphère. Si on prend aujourd'hui la zone de Rufisque, où se trouve Sococim, aux alentours, les populations ne cessent de se plaindre. La pollution à Rufisque, on la voit tout le temps. Si on regarde à vue d'œil comme ça, on arrive à voir comment ces cimenteries-là polluent. Et donc, aujourd'hui, nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'inviter les gens à une transition, c'est-à-dire leur dire, vous pouvez aujourd'hui utiliser des matériaux qui n'ont pas d'impact sur l'environnement. Des matériaux qui sont sains, qui ont beaucoup d'avantages et surtout qui ont un impact sur vous, votre santé. Parce que si on prend par exemple le ciment, ça crée des maladies respiratoires parce que c'est fait avec des produits chimiques. Et donc, même sur la santé, ces impacts-là sont réels. Si on prend par exemple la terre que nous conseillons d'utiliser, parce que je rappelle, avec DNA, nous utilisons la terre crue pour faire des constructions. Et la terre crue, c'est un matériau qui est vraiment sain, naturel, écologique, parce que pour faire des briques en terre, par exemple, nous n'avons pas besoin de machines comme pour faire du ciment. Nous ne polluons pas non plus pour faire du ciment. Donc, c'est un matériau qui est carrément vert sur toute la ligne d'utilisation. Et même pour parler un peu d'histoire, c'est ce que nos ancêtres utilisaient pour construire. Au Sénégal, en Afrique, dans la sous-région, au Mali également, ils utilisaient ces constructions-là. Donc, c'est un modèle de construction qui est ancien, mais que nous tenons aujourd'hui à améliorer, à proposer pour réduire l'impact de nos bâtiments sur l'environnement. Alors, son projet est super intéressant. D'ailleurs, c'est pas pour rien qui a été choisi parmi, si je ne me trompe pas, près de 7000 candidatures. C'est bien ça? Oui, c'était ça. Pouvoir te battre aujourd'hui. Tu as un projet écologique très innovant qui permet aujourd'hui de pouvoir atteindre, on va dire, on espère, les objectifs en termes de développement de l'ONU. Et aujourd'hui, tu as réussi à prendre une thématique non seulement qui te tient à cœur, tu as réussi de prendre une problématique pour aujourd'hui en faire, à dire, le travail de chaque jour. Tu vis de ta passion de l'environnement aujourd'hui. Voilà. C'est clair. C'est assez intéressant parce que dans l'entrepreneuriat, on dit souvent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vit de sa passion. Donc, tu te lèves chaque jour pour faire quelque chose qui te plaît et c'est ce qui te motive à te relever chaque jour pour aller de l'avant. C'est clair. Alors, par rapport à ton projet,
il y a quelque chose quand même qui est assez intéressant, c'est l'aspect innovatif que tu apportes en matière de construction. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se fait au niveau local, est-ce que tu penses que sur du long terme, c'est une innovation qui va pouvoir prendre de l'ampleur? Est-ce que tu penses que les gens vont pouvoir rapidement s'approprier cette innovation-là? Effectivement, c'est pourquoi d'ailleurs, nous, à nos niveaux, ce que nous essayons de faire en plus de construire, c'est carrément de convaincre et de sensibiliser. Okay. Parce que les Sénégalais, particulièrement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes d'abord déjà au Sénégal avant d'étendre, les gens ne connaissent pas le matériau terre, les gens ne connaissent pas les avantages du matériau terre, et c'est difficile si les gens ne connaissent pas de pouvoir utiliser. Donc, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de parler des avantages du matériau, de leur dire que c'est ce que nos ancêtres utilisaient, d'utiliser des exemples concrets pour leur dire aujourd'hui comment ils peuvent, ou bien comment ils peuvent, en utilisant la terre pour construire, comment ils peuvent avoir un impact, surtout à l'échelle globale. Leur dire aujourd'hui que si tout le monde arrivait à construire en terre, que les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites, disons, de 20%, de 30%, 40%. Arriver à leur donner ces chiffres-là pourrait également leur convaincre. Mais surtout, insister, souvent, j'aime pas, en fait, donner les conséquences ou bien les impacts d'autres matériaux, des matériaux que nous utilisons actuellement pour les convaincre, parce que les avantages seulement des matériaux que nous utilisons, notamment la terre, suffit pour convaincre. Et donc, juste pour te le dire à toi, à ceux également qui nous suivent, par exemple, nos ancêtres utilisaient des canaries pour boire à l'époque. Okay. Et donc, les canaries, c'était fait à base d'argile. Donc, ils mettaient de l'eau chaude, l'eau arrivait à se rafraîchir. Donc, parce que l'argile a ces propriétés-là. Et donc, c'est le même principe que nous retrouvons aujourd'hui avec les maisons qui sont construites en terre. Je t'assure que si on te construit une maison en terre, tu mets ta main de part et d'autre du mur, tu n'as pas la même température. Okay. Et c'est un matériau qui, lorsqu'on l'utilise, permet après d'éviter l'utilisation de climatiseurs. Et ça c'est des arguments que nous utilisons pour convaincre les gens parce que un Alain qui aujourd'hui est père de famille doit recevoir une facture de 100 000 francs par mois. Si tu lui dis que il peut arriver à réduire sa facture de 50%, il est preneur. Et donc ça, cette facture, cette réduction-là, tu la vois sur le long terme. Là, ça fait carrément énormément d'argent, mais surtout énormément d'énergie à réduire. J'espère bien qu'un jour tu vas construire ma maison et que je préfère une économie. Inch'Allah. Ah là là. Écoute, moi j'ai été très séduite par notre dernier échange et je vois effectivement l'ampleur du travail que tu mènes au jour le jour par rapport à cette cause-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la façon dont tu arrives à on va dire, le rentabiliser d'une façon ou d'une autre sur le terrain. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres types de projets environnementaux que tu es en train de mener sur place? Est-ce qu'il y a des choses, on va dire, sur lesquelles tu veux t'investir pour mener encore un peu plus loin ce combat que tu mènes au jour le jour par rapport à l'écologie? Effectivement, déjà en décembre, j'ai commencé un School Tower. C'était une tournée parce que ma cible aujourd'hui, c'est plus les enfants, les jeunes, les collégiens et sur les lycéens. Parce que si on arrive déjà à leur faire comprendre leur impact sur l'environnement, leur faire comprendre leur rôle par rapport à la protection de l'environnement, donc les sensibiliser très tôt, ça permettrait de perpétuer ce combat-là. Et donc, très jeunes, ils pourront s'orienter déjà vers des actions qui prennent en charge la protection de l'environnement. Et donc, j'ai commencé au lycée de Ngaparou. Après, la tournée, elle continue. C'est jusqu'en 2022, Inch'Allah. Et donc, ce programme-là, il va carrément consister en une journée avec les élèves. On va venir. Déjà, on va leur présenter les ODD, mais de manière vraiment très ludique pour qu'ils puissent comprendre et saisir les enjeux. Après, on a l'habitude, lorsqu'on part dans une école, on plante des arbres. Plante des arbres et chaque arbre est parrainé à un enfant. Et donc, ça responsabilise l'enfant pour qu'il puisse prendre soin de l'arbre,
suivre l'arbre, voir comment l'arbre va grandir et ça le responsabilise, ça cultive cette passion-là pour l'environnement chez les enfants. Souvent également dans les écoles qui n'en ont pas assez, nous les aidons en faisant des bancs avec des Ok. pneus. Donc, les pneus, ça pollue carrément. On sait combien de temps les pneus mettent euh, pour se passer carrément impossible qu'ils se dégradent très tôt. Donc, on les réutilise, c'est du recyclage. On joue avec eux, on leur montre comment ils peuvent réutiliser ces éléments aujourd'hui qui se trouvent dans la nature et qui carrément gênent tout le Ok, monde. super. Aujourd'hui, par rapport à DNA, est-ce que vous focalisez juste sur des particuliers ou bien il y a d'autres structures un peu plus grandes qui font appel à vous pour le projet? Disons, on se focalise plutôt sur les particuliers parce qu'aujourd'hui, pour les constructions en terre, c'est pas les grandes entreprises qui vont Bien sûr. accepter de faire ces constructions-là parce que déjà, ils sont pas assez convaincus, je dirais, pour ça. Et les particuliers, pourquoi? Parce que c'est eux qu'on arrive à convaincre pour l'instant. Donc, c'est eux qu'on arrive à convaincre, mais le but, Inch'Allah, et c'est dans les perspectives, c'est vraiment d'arriver à pouvoir collaborer avec ces grandes structures-là, si possible. Et pourquoi pas des projets de logements sociaux, on y a pensé, des projets de logement tout court, avec ce matériau-là qui est plus disponible au Sénégal, qui est plus économique également. En termes de chiffres, aujourd'hui, construire avec des matériaux durables, ça pourrait coûter combien, imaginons? Ça dépend de la maison que tu construis, tu J'essaie vois. En d'avoir, construction, j'essaie d'avoir le chiffre d'affaires. ça, ça- ça dépend de la surface de ta maison, tu vois, du nombre d'étages que tu veux faire. Donc, il y a également tous ces facteurs à prendre en compte. Mais si on devrait comparer, par exemple, un 150 mètres carrés en terre, juste RDC, ça pourrait te revenir à 15 millions. Quand même, ça va. Sur les futures économies que tu vas nous faire gagner. En termes de perspective aujourd'hui, en termes Inch'Allah. de chiffres plutôt aujourd'hui, quels sont vos chiffres aujourd'hui? Je veux dire, en termes de personnel, en termes, bon, c'est sûr que l'aspect financier, ça va être assez sensible, ne pas en parler, mais en termes de travaux, je veux dire, en termes de clients, quels sont vos chiffres aujourd'hui? D'accord. Déjà, faut noter que nous avons carrément commencé en Ok. 2019. Et donc, à ce jour, nous sommes à une vingtaine de clients quand je cumule études et réalisations. Également, pour l'équipe, nous sommes toujours moins de 10, mais quand même, on s'est agrandi parce qu'à 4, on ne pouvait pas tout gérer puisque étant tous Ok. étudiants. Et donc, il y a d'autres personnes en architecture qui nous ont rejoints et d'autres personnes en génie civil également. Et nécessairement, il faut un financier, un comptable dans une entreprise. Donc, forcément, on en a également. Super. Aujourd'hui, vous avez recruté certaines personnes pour vous accompagner. Ça se passe comment au niveau Oui. du recrutement? Je veux dire, en termes d'ancienneté, en termes d'expérience, si vous allez recruter quelqu'un qui est plus expérimenté que vous, comment ça se passe? Non, en fait, déjà par rapport à la philosophie de DNA, on s'est dit, nous sommes une entreprise jeune, Ok. une entreprise principalement composée de jeunes. Et cette jeunesse-là, certains disent que c'est un inconvénient, mais on trouve que c'est notre force en Ok. fait. Parce qu'on est jeune, on a beaucoup d'énergie. On a de l'énergie pour apprendre. Et ce qui fait également la force de DNA, c'est les mentors. Parce que nous avons des mentors aujourd'hui qui nous accompagnent, qui nous conseillent surtout, qui sont là avec nous. En fait, nous sommes leurs bébés et eux, ils nous aident vraiment à marcher. Ils nous montrent le bon chemin pour que DNA puisse vraiment bien avancer. Et donc, quand on doit travailler avec des personnes, nous préférons vraiment travailler avec des personnes qui sont jeunes, mais surtout qui ont la même vision et les mêmes valeurs que nous. Des personnes qui sont aussi motivées et engagées que nous. Effectivement. Parce que ça, c'est super important. Super. Aujourd'hui, par rapport à l'écosystème local, qu'est-ce que tu penses qui seraient tes futurs challenges à atteindre? Quels sont tes futurs challenges pour cette nouvelle année 2021 après le passage de la COVID durant l'année 2020 qui n'a pas été de tout repos pour la plupart des entrepreneurs et entreprises? Aujourd'hui, d'ailleurs, Oui. je pense que je vais commencer par là. Est-ce que 2021, en fait, 2020 a été une année mauvaise pour DNA? Ah, non du tout.
Non, du tout. En tout cas, alhamdoulilah, on dit que 2020, vraiment, quand on parle, on dit 2020, ça a été notre année, vraiment. OK. 2020 a été notre année parce qu'en 2020, on a vraiment commencé le concret, c'est-à-dire on a commencé à faire des réalisations en 2020. Donc ça, c'est quelque chose qui est décisif pour une entreprise de bâtiment et surtout pour une entreprise qui veut convaincre. Parce qu'aujourd'hui, sans ces réalisations, il nous était encore plus difficile de convaincre les gens par rapport à l'importance de construire en terre, par rapport aux impacts. Donc aujourd'hui, quand les gens arrivent à voir ce que nous faisons, là, ils sont mieux convaincus et arrivent vraiment à nous suivre. Et en 2020, on a commencé nos réalisations. En 2020, on a agrandi l'équipe. En 2020, on a grandi. Et donc, alhamdoulilah, 2020 a été une très belle année pour nous. Donc, on suppose que 2020 va encore aller beaucoup plus loin et on va pouvoir permettre à beaucoup de personnes de pouvoir rejoindre, j'espère, DNA. Inch'Allah, Inch'Allah, c'est l'objectif en fait. Aujourd'hui, c'est l'objectif. J'espère bien que ça va vous arriver. Parce qu'il y en a certains qui ont pleuré en 2020. J'avoue. En tout cas. Alors, une autre question par rapport toujours à l'environnement. Aujourd'hui, tu représentes, tu as été sélectionné, le Sénégal a été sur la toile grâce à toi par rapport aux jeunes leaders pour l'environnement. Aujourd'hui, cette sélection, c'est juste pour une année ou tu es mandaté pour plusieurs autres années? D'accord. Cette sélection, en fait, elle ira jusqu'en 2022. C'est pour 2 ans. 2 ans pour faire carrément la promotion des objectifs de développement durable au Sénégal et également à toucher les autres pays de l'Afrique francophone parce que j'ai été la seule sélectionnée dans toute cette partie-là. Et le défi, ce sera non seulement de faire parvenir le message aux jeunes parce qu'ils sont les principaux concernés et arriver à les impliquer dans aujourd'hui ce qu'on appelle l'agenda 2030 parce que les objectifs sont lancés et l'année en fait pour vérifier tout ça, ce sera 2030, donc 10 ans. Bientôt, on va dire 9 ans, nous sommes en 2021, plus que 9 ans pour essayer d'atteindre aujourd'hui ces 17 objectifs-là, qui sont 17 objectifs qui ont été vraiment mis en place pour parvenir à un monde meilleur en essayant de lutter contre la pauvreté, puis lutter contre les changements climatiques, arriver à vraiment améliorer les conditions de vie de tous ceux qui sont là. 17 objectifs et dans ces 17 objectifs, il y a un objectif spécifique par rapport à l'environnement, c'est bien ça? Disons, il y a plusieurs objectifs même qui touchent l'environnement parce que si on prend par exemple le 7e objectif qui parle d'énergie aujourd'hui, la production d'énergie et la consommation d'énergie a un impact sur l'environnement. Il y a l'objectif 11 qui concerne les villes et les communautés durables. Également, ça prend en compte l'environnement. Et il y a l'objectif 13 principalement qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Super. Donc, les objectifs sont vraiment interconnectés et donc c'est difficile de pouvoir travailler sur un seul objectif. C'est pourquoi souvent quand on parle de 17 jeunes leaders, 17 objectifs, les gens croient que chaque jeune leader doit travailler sur un objectif. Alors que non, on peut travailler sur différents objectifs. Moi, je travaille principalement sur le 7, le 11, le 13 et le 8 avec les Sénégal, puisque nous formons des gens pour aujourd'hui les aider à pouvoir prétendre à un avenir meilleur. Super. Une question qui me revient tout de suite là par rapport à DNA. Est-ce qu'il t'est arrivé au début de DNA de te lever à un moment, de commencer à douter, te dire c'est peut-être pas la bonne voie et qu'il y a un autre moyen de pouvoir vivre de cette passion que j'ai pour l'environnement? Non, pas vraiment, très sincèrement. Parce que, tu vois, l'importance également de travailler en équipe, c'est ça. Quand quelque chose ne va pas bien, au moins aujourd'hui, si Mariam est à 5 de motivation, il y a un autre qui est à 10 et qui pourra partager cette motivation-là avec moi. C'est-à-dire, DNA, depuis le début, on y croit tous. Et même quand ça va pas, quand ça va vraiment pas, on se dit, OK, ça c'est juste passager, c'est un moment, ça va passer. Parce que nous, on sait qu'on ira très loin. Et c'est cette confiance en soi-là, cette motivation qui nous permet vraiment de pouvoir aujourd'hui en arriver là. Et quand tu as commencé avec ton équipe, vous étiez fixé des objectifs à forcément, on va dire, une cape à atteindre pour vérifier si oui ou non vous étiez dans la bonne direction ou bien?
Effectivement, au début, on s'est dit, OK, surtout lorsqu'on était dans la phase juste conception, on s'est dit c'était le moment pour vraiment tester, mais à aucun moment on a douté de l'idée en fait. On y croyait. Il y a des gens qui ne croyaient vraiment pas au projet, mais on se disait non, on n'a pas besoin dès le début de convaincre tout le monde. On avance. Si on arrive aujourd'hui à convaincre 10 personnes, c'est bon. Parce qu'on se dit que c'est la théorie des cercles concentriques. On arrive à convaincre une personne sur 10, elle va également convaincre d'autres personnes et ça a tourné. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce qu'on a essayé de faire en fait. Petit à petit, avancer, voir et voilà, améliorer surtout. Ce que je retiens de nos échanges jusque-là, c'est pour faire une Mariama Djambouni Badji, il faut de la résilience, de la passion dans son travail, il faut des objectifs et quelque chose qui est très important sur lequel tu es énormément revenu, c'est le travail en équipe. Trouver des gens qui peuvent vous permettre de pouvoir vous aider à aller beaucoup plus loin et à partager la même vision. C'est carrément ça parce que aujourd'hui, si je prends l'exemple de DNA, de Toftal, même d'Africa Feliz, c'est ce qui nous a vraiment permis d'avancer et de pouvoir être aujourd'hui à ce niveau. Est-ce qu'après DNA, Toftal et Africa Feliz, on s'attend à peut-être un autre bébé en cette année? Tout est possible, mais vraiment, actuellement, on essaie vraiment d'être focus, de faire focus sur les projets qui sont là, pouvoir maximiser et on pourra voir. On pourra voir. On espère qu'il y aura d'autres projets qui vont venir cette année, qui vont venir étoffer tout ce qui a déjà été fait jusque-là. Inch'Allah. Alors, juste avant que je donne la parole à toutes les personnes qui vont vouloir participer ou te poser des questions, récemment, tu as été nominée, si je ne me trompe pas, au niveau de l'école polytechnique, comme étant l'une des étudiantes de l'année qui a eu le plus d'impact au niveau de sa communauté. C'est bien ça? Tu as le micro coupé. Excuse-moi, je n'avais même pas vu. Effectivement, c'est ça. Donc, ou bien, vas-y, je te laisse terminer. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. En fait, à l'ESP, à l'École supérieure polytechnique, on a l'habitude chaque fin d'année d'élire le polytechnicien de l'année. Et donc, c'est vraiment sur tous les étudiants, on leur demande de mettre les 5 étudiants qui les ont marqués. Après, c'est la liste des nominés. Ça, en fonction de tout ce qu'ils ont eu à faire en 2020, à l'école, en dehors de l'école, en toutes les activités. Et cette année, les gens ont vraiment fait l'honneur de m'élire polytechnicienne de l'année 2020 et c'est tout un honneur pour moi. Ah, félicitations. Merci. On espère aussi en 2021 te revoir sur le banc du public. Inch'Allah. Alors, la communauté, s'il y a des gens qui veulent participer ou bien qui veulent poser des questions à notre chère Madame Mariama Djambouni Badji, il ne faut surtout pas oublier de Djambouni. C'est important. Vous pouvez faire signe et on vous activera votre micro et votre caméra. Vous pouvez aussi partager sur le chat. Bon, pour l'instant. Ah, tout à l'heure, j'ai eu Antoine qui a dit, elle a tout dit. Je pense que il parlait du fait que tu arrivais à plus ou moins, on va dire, combiner cet état d'esprit d'étudiante et à la fois d'entrepreneur, de chef d'entreprise. C'est vrai que c'est quelque chose quand même qui n'est pas commun et au niveau local, ça peut prêter vraiment à, on va dire. Oui, c'est vrai. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Je le cache pas, c'est une charge énorme de travail. Les gens me regardent tout le temps. Mariam, tu as maigri. Mariam, regarde, tu dors pas. Je leur dis, attendez, moi je me sens bien, donc ça va. En fait, même quand on est fatigué, quand on aime ce qu'on fait, le matin, on n'hésite pas à se lever. Et ça, c'est carrément le secret. On n'hésite pas à se lever, on se donne surtout les moyens pour y arriver. Parce que c'est quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, surtout quand ça arrive à impacter après sur la vie d'autres personnes. Super. En parlant d'impact sur la vie d'autres personnes, tu nous parlais tout à l'heure de l'association Africa Feliz. Effectivement. Dans laquelle tu es bénévole. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots en plus? Donc, Africa Feliz, c'est carrément pour lutter contre l'immigration irrégulière. Et donc, depuis 2015,
On fait des formations pour les jeunes, les femmes, et c'est des formations vraiment très qualifiantes, des formations très pratiques. C'est des formations en infographie, des formations en sérigraphie, en peinture bâtiment et également des formations en transformation de fruits et légumes pour les femmes. Parce que si on arrive à permettre aux jeunes d'avoir des formations, pouvoir trouver un emploi facilement, il faut le faire pour les mamans également et les femmes qui restent à la maison. Parce que Ok. si on voit, si on étudie réellement le problème de l'immigration, elles ont leur rôle à jouer également. C'est souvent les mamans ou bien les femmes qui poussent leur mari, leur fils vraiment à la recherche de cet avenir meilleur-là qui lui fait prendre des pirogues. Et si aujourd'hui, on arrive dans la maison à vraiment l'autonomisation de la femme, également le jeune qui travaille, ça participe carrément à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et donc, plus de recherche d'avenir meilleur et plus d'océans à braver ni de pirogues à prendre. C'est carrément ça avec ce que nous faisons avec Africa Valley Sénégal. Donc, on fonctionne principalement avec des volontaires. Ceux qui sont vraiment intéressés peuvent nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes à 583 jeunes et femmes qui ont été formés, principalement à Thiès, parce que c'est là-bas que se trouve notre siège. Mais on a fait des formations à Ziguinchor et souvent les jeunes quittent d'autres régions même pour venir participer aux formations qui sont vraiment très pratiques. Super. Étudiante, chef d'entreprise, bénévole, quelle casquette manque actuellement à Mariama Djamboni? Je sais pas, je me le demande bien. Vas-y, je te laisse dire. Alors, apparemment, les membres de notre communauté sont un petit peu timides. Bon, on espère qu'il y en a qui vont quand même envoyer quelques messages. Sinon, nous, on va continuer ensemble. D'accord. Voilà. Alors, par rapport aujourd'hui à ton entourage, comment est-ce que les gens prennent toutes tes activités? Je veux dire, est-ce qu'ils arrivent dans tout ce bois? Est-ce que tu trouves un moment en famille que les gens puissent, on va dire, profiter un peu de ta présence? Et comment est-ce qu'ils vivent tout ça? Voilà, déjà, disons que dans tout ce que je fais, disons, j'implique les gens qui sont autour de moi. Donc, déjà, quand on fait des activités, je suis plus souvent avec mes amis en même temps. Souvent, il y a ma famille qui vient également pour soutenir. Et ça nous permet de passer du temps ensemble, ça nous permet de pouvoir impacter ensemble. Et pour ce qui concerne les moments en famille, donc ça, alhamdoulilah, on a vraiment su en créer. Et disons, c'est ce qui nous permet de pouvoir nous soutenir parce que la famille et l'entourage, je le répète, vraiment, sans eux, c'est pas ce que j'aurais fait, ce que je serais devenue déjà. Donc vraiment, sur ce coup-là, on arrive vraiment à gérer. Super. Par rapport à 2021, est-ce qu'il y a de gros projets qui sont prévus par rapport aux ODD? Effectivement, donc il y a un programme déjà pour le travail avec l'ONU, c'est un programme qui va se dérouler jusqu'en 2022. Avec non seulement il y a la tournée dans les écoles qui est déjà prévue, il y a également des vlogs sur les réseaux, notamment Instagram, Facebook. Ça, c'est plutôt pour atteindre les jeunes parce qu'ils sont plus sur ces réseaux-là. Essayer de voir comment capter leur attention et comment aujourd'hui leur faire connaître ces ODD-là. Il y a vraiment une campagne média qui est prévue avec des influenceurs, voire vraiment des personnes super connues, mais des personnes qui sont aussi super comment dire, écoutées et qui arrivent à inspirer d'autres jeunes. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, si elles parlent aux jeunes, à leur parler de leur rôle, à jouer dans ce combat-là, et ils pourront s'impliquer davantage. Après, il y a une partie qui consiste vraiment à impacter sur la vie des gens. C'est, par exemple, la réflexion, pas réflexion, mais construction et réflexion des toilettes d'une école, Merina Job, par exemple, qui se trouve après Gaïmere. Donc, la prospection, elle a déjà été faite, mais dis-toi que c'est une école qui comporte 3 classes, 3 salles de classe pour CI, CP, CM1, C1 pour, donc, ils regroupent par exemple CI, CP dans une même classe, CM1, CM2, C1, C2. Et donc, vraiment, en 2021, c'est d'arriver à trouver le financement nécessaire. Et ça, j'en appelle à tous. Essayer de voir comment les gens peuvent vraiment participer pour arriver à leur construire 3 salles de classe et leur faire des toilettes là-bas. Donc, il y a également la mise en place d'un espace vert qui est prévu carrément à Thiès. À Dakar, on étouffe.
on n'a plus d'espace, on essaie de mettre du verre, mais c'est vraiment difficile. À Thiès, on a encore de l'espace qui est laissé comme ça. On essaie vraiment avec les autorités qui sont là-bas de voir quelles sont les procédures pour mettre en place cet espace vert-là. Et ça, un lieu de loisir, vraiment un lieu où les gens pourront respirer, où les gens pourront vraiment mieux sentir et mieux même profiter du verre-là autour de nous. Super. Alors, Mariama, on va te demander une toute petite dernière chose, peut-être, avant de commencer. Est-ce que tu as une anecdote plutôt à partager avec la communauté? Mais attention, quelque chose de bien lourd parce qu'on a envie de bien se marrer. Une anecdote. Laisse-moi voir. Sur ton parcours d'entrepreneur, ton parcours de bénévole, ton parcours de jeune leader de l'ONU. Et bon, en fait, il y a tellement de choses qui me passent par la tête que je ne sais même pas, en fait, je sais même pas quoi vous dire, en fait. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps de tout déballer, mais donne-nous quelque chose. Non, je ne vais pas tout déballer. Je sais que si je déballe tout ici, Alain, tu ne vas pas me lâcher après. Ça, c'est clair. Bon, déjà, je pense que je ne risque pas de te lâcher après. Ça, c'est sûr. Je veux en savoir plus. Mais là, je pense que les membres de la communauté aussi sont friands d'une anecdote et ils attendent avec impatience. Bon, déjà, je prends juste l'anecdote, je vais la prendre peut-être dans le cadre, dis-moi, un cadre entrepreneurial ou bien donne-moi, essaie de me guider comme ça. Cadre entrepreneurial. Bon, déjà, c'est le fait que je sois une femme. Ça, normalement, ça ne doit pas surprendre les gens quand je vais leur dire ça, normalement. Et donc, je veux dire, moi actuellement là, je suis CEO de DNA, mais quand je vais par exemple au chantier, ce n'est même pas moi qui essaie de parler avec les ouvriers. Parce que au premier chantier, on était là, on est tous là, on est parti, tu vois, partir au chantier avec les gars aussi. Arrivé sur place, le gars, on doit parler, parce que ce jour-là, on devait l'engager. Donc, il arrive, normalement, il devait discuter avec moi. Il arrive, il me voit, il me salue, après il passe. Il va voir Fabi. On travaille ensemble en fait. Okay. Il va voir Fabi, il lui dit Salam alaikum. Ah, Mande, qui gère le chantier Bilalache. Alors qu'il m'a dépassé, mais comme je suis une femme là, il dit Pépère, non, ça ne va pas être elle. Bon, après l'autre, il m'a regardé, je lui ai dit, c'est pas grave, vas-y, gère. Et donc, depuis ce jour, après, je me dis, non, puisque c'est comme ça que les gens réfléchissent, en fait, c'est pas grave parce que tu peux pas également essayer de changer leur manière de voir les choses, c'est pas possible. Et ce serait une perte de temps et d'énergie en même temps. Donc, j'ai dit, ok, laisse, puisqu'ils préfèrent travailler comme ça avec les hommes. Donc, voilà, donc moi, je suis là, je fais ce que j'ai à faire, mais derrière, donc, voilà. C'est juste aujourd'hui avec Alain, avec les autres, que je veux dire que je suis CEO de DNA, mais sinon, je suis comme ça, je décale un peu. Effectivement, je comprends. C'est un énorme problème, je pense, sociétal. Les gens Voilà. n'arrivent toujours pas à voir, enfin, pas forcément des femmes devant, c'est souvent problématique. Mais je pense qu'au fur et à mesure, cette nouvelle génération va changer les choses. Et on l'espère en tout cas. De plus en plus, on aura des MDB, comme j'aime bien te taquiner, un peu plus devant, et que Inch'Allah. Les hommes commenceront à comprendre que l'homme peut et effectivement la femme aussi est capable de pouvoir faire des choses. Anecdote 15 août. Ah, je pense qu'on ne va pas se quitter maintenant. Il paraît qu'il y a une anecdote du 15 août 2020. Non, c'est ma mère qui est en train de me crier comme ça. Non, mais attends. Tu vois, par exemple, le 15 août, là, 2020 passé, on devait faire un coulage, on devait couler une dalle au chantier. Okay. Et donc, une semaine avant, on a programmé le coulage des semaines à l'avance. Mais on s'était pas rendu compte que c'était carrément le 15 août, jour de fête. Donc, on s'est dit, OK, on va faire le coulage le 15 août. On a regardé la météo. Tous les jours, on a regardé la météo. La veille, ma grand-mère m'a dit, 15 août, il va pleuvoir, faut pas faire ça. Je lui ai dit, moi, j'ai regardé la météo, il va pas pleuvoir. On a vérifié, non, mais elle n'arrive pas à savoir. On a tout fait. On a vérifié tout le matin, on se lève, OK, plein d'énergie, on commence la journée. Il y avait du soleil. Le soleil tapait tellement fort, donc tu veux pas dire qu'il va pleuvoir quoi, ces jours-là.
On a commencé le coulage, on a commencé très bien d'ailleurs. On a commencé le coulage vers 15 heures. Je dis, OK, là, je vais chez moi vite fait, après je reviens. Mais entre 15 heures et 15h30. Non, c'est entre 16 heures et 16h30. Non, mais il a tellement plu que lorsqu'on a pris la voiture pour revenir même au chantier, il y avait des problèmes d'OHS. Wow. Et donc, on venait tout juste de couler la dalle. Et donc, il a plu dessus carrément. Donc, c'était vraiment d'énormes pertes après. Parce qu'on était obligé de reprendre surtout la première partie, s'il n'y avait pas de problème. Mais après la dernière partie, on a carrément tout refait. Et donc, depuis lors, moi, je vois à 15 autres. Même s'il y a du soleil, on ne va pas faire de coulage. Parce que c'est beaucoup d'argent. Non, très sincèrement. Mais après, ça nous a appris parce que on se disait non, la météo a dit qu'il va pas pleuvoir, donc ça va. Donc voilà, mais c'était carrément une leçon et surtout une belle expérience parce qu'il fallait nous voir. Je ne sais pas si j'ai des photos après, mais il fallait nous voir avec nos bottes trempées. Non, mais Euh, pour je- partir au chantier, tu n'as même pas le temps de chercher un pull. Il pleut, mais tu n'as pas le temps de voir comment te protéger. Tu penses déjà au ciment, au béton, voilà, à tout ce que tu vas trouver sur place. Donc voilà. Je pense que prochainement, il faudra faire plus confiance à mamie qu'à la météo. Je t'assure. En tout cas, c'était une belle anecdote. Là, il est bientôt l'heure. Je pense d'ailleurs qu'on y est presque. Donc, je te remercie Ouais. beaucoup de ta patience. Je te remercie de ta disponibilité. C'était pas évident avec tout ce que tu as à faire. Merci à tous les membres de la communauté qui ont réussi à être présents aujourd'hui, à partager ce moment avec nous. Nous tenons à vous dire qu'il y a d'autres sessions qui arrivent. D'accord, on est un petit chapitre qui est en train de redémarrer, mais on espère qu'on va grandir comme dit Neissa un jour. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, Mariama. Merci à vous tous. Et peut-être que je vais te laisser le petit mot de la fin. Merci beaucoup. En tout cas, c'est moi également, je vous remercie pour l'invitation. Et c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir partager ma petite expérience. C'est un plaisir pour moi de parler avec d'autres personnes. Et surtout, j'insiste sur ce que j'avais dit, la confiance en soi et l'équipe. C'est les secrets carrément de toute belle réussite. Croire en soi, avoir des gens qui croient également en nous, avoir des gens qui aujourd'hui permettent de ressortir le meilleur de nous. Et c'est carrément le secret aujourd'hui pour des réussites éclatantes. Je souhaite à tous pleine réussite, que 2021 soit vraiment bon, aussi éclatant que 2020. Et je, je, alors, je rigole pas, je suis très sérieuse, Non, je que sais vraiment je souhaite que à tous plein succès pour 2021 et voilà. Merci beaucoup. donc, tu as des petits messages. Je pense que tu reprendras le temps de regarder au niveau du chat. Merci en tout cas à vous tous. Restez connectés au chapitre. D'autres événements arrivent. On essaie d'avoir le maximum de speakers aussi inspirants que Madame Djambouli. Et j'espère qu'on se reverra très tôt. Restez connectés, continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je vous dis ciao et à très bientôt. Merci à vous tous.